Stigmatisation, auto-stigmatisation. Nous, le partenariat patient, là, on pense que ça peut vraiment avoir un impact très positif pour prévenir l'autostigmatisation. Pourquoi c'est important? Bon, certaines personnes, donc on se souvient à nous, option sciences psychiatriques, à la maîtrise et au doctorat en sciences biomédicales. Et parfois, on a des résidents, des gens, des médecins qui se destinent à la psychiatrie comme spécialité, qui sont aussi dans les cours comme ceux-ci. Et puis, c'est comme futurs médecins éventuellement d'être initiés au partenariat patient, bien peut-être qu'eux-mêmes, dans leur pratique médicale, ils vont pouvoir promouvoir le partenariat patient. Et une façon de les inviter à considérer cette option, c'est en évoquant le fameux référentiel de compétences CADMED pour les médecins, dont vous avez peut-être entendu parler, mais certainement les étudiants en médecine, c'est incontournable. D'accord? Et dans ce référentiel de compétences, on nomme 7 rôles clés que les médecins doivent mettre en pratique et en cours de formation, ils sont évalués sur l'expression de ces rôles. Rôle de communicateur, rôle de collaborateur, de gestionnaire ou de leader, promoteur de la santé, comme érudit et rôle de professionnel. Et commun, là, au cœur de tout ça, c'est le rôle d'expert médical. Nous, on s'est servi de ça avec la permission du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. On a décliné quelque chose de comparable pour les pères aidants, en particulier la communication. Puis au cœur ici, les pères aidants sont considérés comme des experts du rétablissement. Mais bon, ce qu'on va regarder tout simplement ce matin, parce que vous voyez, le partenariat patient, ça pourrait se raccrocher à la collaboration, à la communication. Si on veut convaincre des décideurs gestionnaires aussi. Et puis ici, notre cours, bien humblement, on présente l'état de la science dans le domaine. Puis aujourd'hui, on va peut-être regarder l'option le promoteur de la santé. Ces compétences-là, donc les gens, ce sont des normes pan-canadiennes. Et puis, qu'est-ce que ça dit, promoteur de la santé? Donc, en tant que promoteur de la santé, les médecins mettent à profit, attendez, je vais baisser ma fenêtre ici, mettent à profit leur expertise et leur influence en œuvrant avec des collectivités ou des populations de patients en vue d'améliorer la santé. Ils collaborent avec ceux qu'ils servent afin d'établir et de comprendre leurs besoins, d'être, si nécessaire, leur porte-parole et de soutenir l'allocation des ressources permettant de procéder à un changement. Donc, vous voyez, là, c'est dans ce contexte-là que se situera votre travail de session. Vous reconnaissez un petit peu les termes ici, l'allocation des ressources, établir, comprendre les besoins. Bon. Donc, ici, c'est vraiment, là, c'est la partie médecin. Donc, on parle du partenariat patient-médecin. Pourquoi ça concerne les médecins? Bien, en principe, comme promoteurs de la santé, ils doivent travailler avec les collectivités ou populations de patients. Et nous, on essaie de peut-être les outiller pour le faire. D'où ça vient, ça, la promotion de la santé, être promoteur de santé? Nous, on se sert beaucoup de la définition de la médecine. Pas de la médecine, de la santé. La définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Le modèle curatif, puis souvent, on forme de très bons médecins pour pouvoir guérir, faire en sorte que la maladie disparaisse, là, que ça ne soit plus là. Mais que le fait qu'une maladie ne soit plus là, ça ne veut pas dire que la santé est revenue. Parce que la santé, c'est un bien-être physique, mental et social, un état complet de bien-être physique, mental et social. Alors que la médecine se dit d'un ensemble de connaissances scientifiques et de moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Nous, on fait un pas de plus avec une conception élargie de la santé qui n'est pas seulement que
le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Et puis tout ça, ça s'est cristallisé avec la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, adoptée évidemment à Ottawa en 1986, une grande conférence internationale. Puis la Charte d'Ottawa se décline en 5 stratégies d'action. Élaborer une politique publique saine. Le but, hein, c'est de rendre les choix sains les plus faciles. C'est comment nous, ça touche le partenariat patient. Mais ce qu'on voit, c'est que une politique publique saine, là, ça permet d'identifier les obstacles qui gênent l'adoption des politiques saines dans le secteur non sanitaire, ainsi que la détermination des solutions. Vous voyez le non sanitaire. En médecine, il y a des choses excellentes qui se font, mais les personnes, dans leur parcours de rétablissement, là où ça bloque, c'est souvent ailleurs que dans le système de santé. Parce que quand les gens ils ont la chance de tomber sur des professionnels sensibles au rétablissement, c'est parfait. Mais le problème, c'est ensuite dans le fait de retrouver des rôles sociaux valorisés, trouver du logement, trouver un travail. Puis avec l'étiquette de malade mental, ben c'est très connu que ça peut être plus difficile de se trouver du travail, du logement, de reconstituer ou trouver des... On perd beaucoup de sa socialité si on est hospitalisé longtemps, de toute évidence, mais aussi la réputation là, péjorative par rapport à la maladie mentale fait que on fait face à la stigmatisation. Puis, donc, ce sont toutes nos conditions de vie, de travail, puis tout ça, qui sont à considérer dans tout ça. Et la promotion de la santé vise donc à créer aussi des milieux favorables. Vous connaissez peut-être l'expression pas dans ma cour, not in my backyard. Les gens sont très, très ouverts, là, mais parfois, si il y a un projet, par exemple, d'établissement d'une maison pour des patients en santé mentale dans tel ou tel quartier de la ville, le milieu lui-même, le voisinage, parfois, vont exprimer des réticences par rapport à ça. Donc, les milieux ne sont pas toujours favorables à la santé mentale puis au rétablissement. Donc, une des visées de la promotion, c'est de créer des milieux favorables. En renforçant l'action communautaire, voyez, on se rapproche là. La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la communauté, à la fixation des priorités, à la prise de décisions et à l'élaboration des stratégies de planification pour stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social. On élargit. Quand on parle de partenariat patient, ce n'est pas seulement que le patient comme individu par rapport à ses propres soins. C'est très bien que ça soit fait et très bien fait, mais c'est aussi son entourage. Donc, la notion de patient, ça inclut aussi les proches qui ont été impactés par la maladie mentale d'un de leurs proches, peut-être pas personnellement, mais donc eux aussi impactés. Et on élargit aussi à la communauté. Donc, la communauté devrait être associée au partenariat. Et ensuite, si on revient de manière plus individuelle, acquérir des aptitudes individuelles, bien, on souhaite que le partenariat patient fasse en sorte que les patients, bien, tout au long de leur vie, puissent continuer à apprendre et à affronter les diverses étapes de leur vie pour pouvoir assumer des rôles à l'école, au travail, en contexte communautaire, contexte professionnel, et ainsi de suite. Donc, il y a ça aussi. Puis finalement, bien, réorienter les services de santé avec un plaidoyer pour une politique sanitaire multisectorielle. On va beaucoup voir là, cet aspect-là intersectoriel pour faire en sorte que le savoir des usagers, ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est faire en sorte que ce ne soit pas tout simplement un autre silo. Tout à l'heure, on parlait du circuit de la santé mentale, du circuit de la santé physique. Un autre circuit, c'est celui de la santé bucco-dentaire. Il y a différents circuits. Puis, on veut éviter d'ajouter un autre quelque chose en silo qui serait le partenariat patient et le savoir expérientiel. On souhaite faire en sorte que ce soit vraiment un élément de transversalité. D'accord? Et puis, toute cette modélisation-là de la promotion de la santé, c'est ce qui est connu en santé publique comme étant l'approche écologique.
Et puis, vous reconnaissez ici là, les 5 stratégies qui sont combinées dans cette image. On reconnaît un petit peu l'art autochtone du Pacifique. Et puis, quand c'est devenu l'approche écologique en santé publique, vous voyez, il y a différents niveaux qui correspondent aux stratégies d'action. Mais remarquez ceci. Au niveau du patient ou le client ici, bien, le client là, n'est seulement que la cible des interventions. Les interventions ne viennent jamais des patients, elles viennent de tous les autres niveaux organisationnels, des programmes, de la communauté, du politique, interpersonnel. Donc, nous, quand on a combiné le rétablissement avec cette approche écologique, bien, c'est devenu, vous voyez, bidirectionnel. L'individu, le patient, peut être un acteur du système, de ses propres soins, et puis de proche en proche, influencer une organisation, une communauté, la société. Tout à l'heure, là, avec Luc Vigneault, on a quelqu'un qui se situe vraiment à ce niveau-là, et puis à l'échelle internationale également. Donc, on a un petit peu remis à jour ce modèle-là, quand même assez vertical, mais qui peut aussi se décliner à l'horizontale. On a publié ce modèle-là. Et puis, ce qu'il faut retenir ici, vous voyez au début, c'était un projet de recherche, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. À l'époque même qu'on avait commencé, Alain, c'était encore Louis H. Lafontaine comme hôpital, donc avec des patients, comme ça qu'on devait les appeler, de Louis H. Lafontaine, qui étaient recrutés dans le cadre d'un projet, puis avec des patients partenaires de recherche dans ce projet-là. Bien, nos patients simplement sujets de recherche, bien, développaient aussi différentes habiletés pour, à la fin, bien, redevenir des citoyens à part entière. Mais ce modèle-là peut aussi se lire dans l'autre sens, comme stratégie de promotion du rétablissement. Spontanément, quand on pense le mot rétablissement, là, ben, c'est qu'on se rétablit de quelque chose qui nous est arrivé. Donc, spontanément, on pense que ce ne serait que pour les personnes touchées directement par un problème de santé mentale. Mais nous, ce qu'on propose ici, c'est plutôt d'aller au-devant de la population. Alain Lesage en parlait tout à l'heure, c'est une personne sur 5, si ce n'est pas une personne sur 4, là, dans sa vie. Donc, des gens qui éventuellement vont développer une problématique de santé mentale. Mais on pense que ça serait bon d'avoir entendu parler du rétablissement avant d'être soi-même tombé malade pour pouvoir faire en sorte d'éviter des phénomènes comme l'autostigmatisation. Donc, il y a ce modèle-là qui va dans les deux sens. Et puis, cette petite étude, Alain, on revient dans le passé, d'accord? Avec le docteur Tranulis. Je vois qu'il y a une main levée, là. Attendez-moi quelques minutes, ça ne sera pas très long, je vais finir, d'accord? Donc, dans cette étude, on voulait savoir ce que les personnes utilisatrices de services de santé mentale du Québec pensent de la stigmatisation en santé mentale. Ce que ces personnes pensent qui devrait être fait pour contrer la stigmatisation en santé mentale, et le tout tel que déduit par d'autres personnes utilisatrices de services de santé mentale engagées à titre de patients partenaires de recherche, ce qu'on appelait les pairs chercheurs. Permettez-moi une gorgée d'eau. Donc, c'est une petite subvention financée par les IRSC et on avait fait une demande d'amendement au protocole de recherche pour couvrir ces 3 objectifs que je viens de nommer. Et puis, ce qui avait de particularité, c'est qu'on embauchait des usagers comme staff de recherche, comme du professionnel de recherche, qu'on appelle des pairs assistants de recherche. Et Luc Vigneault va sûrement nous en parler. Il est impliqué dans plusieurs recherches comme partenaire de recherche. Puis ici, là, pour couvrir les différents objectifs, bien, c'était sous forme d'entrevues, et c'était des pairs chercheurs qui menaient les entrevues et puis qui en faisaient des comptes rendus. Et on leur demandait là, de partager. Donc, les pairs chercheurs, qui sont des personnes utilisatrices de services de santé mentale, étaient engagés pour mettre à profit leur savoir expérientiel en contexte ici de recherche. Ils étaient formés pour assumer différentes responsabilités et tâches de recherche et ils s'entraidaient entre eux. Et puis, ils sont l'équivalent en recherche des pairs aidants en soins et services.
Donc, nous, avec ce projet-là, c'est une façon d'actualiser le partenariat patient, mais en contexte de recherche. Puis là, on leur demandait à ces pairs assistants de recherche, de leur perspective, qu'est-ce que nous pouvons voir que d'autres personnes sans l'expérience vécue de la maladie mentale ne verraient probablement pas? Qu'est-ce qu'on peut voir dans les transcriptions, dans des entrevues ou dans la conduite des entrevues individuelles ou de groupe? Et puis, on se demandait quelle est la plus-value scientifique de la mise à contribution du savoir expérientiel en contexte de recherche. Donc, vous voyez, des usagers rencontraient d'autres usagers pour leur demander comment vous voyez ça, vous, la santé mentale, la psychiatrie. Puis ici, on a des extraits. Je ne lirai pas au complet, là, vous pourrez les regarder sur Studium, mais vous voyez des termes forts. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou, OK? Ensuite, ici, quelqu'un qui disait, moi, là, il n'était pas question que j'aille à l'hôpital parce que cet usager-là ne voulait pas aller à l'hôpital car il disait qu'il s'était fait marquer au fer rouge et que c'était irréparable. Pour lui, là, le fait de recevoir un diagnostic de pathologie psychiatrique, c'est être marqué au fer rouge et puis associé à l'hôpital, ni plus ni moins qu'à une prison. D'accord? Donc, ça expliquait pourquoi il ne voulait pas y aller. Et puis, si on lui a demandé comment est-ce que vous lutteriez contre la stigmatisation, et cet usager a répondu en parlant de ça avec les gens. Donc, ici, notre patient partenaire ajoute son commentaire. J'ai compris qu'il voulait dire éduquer la population à propos de la maladie mentale. Ensuite, un autre extrait d'entrevue. En fait, des observations. Donc, vous voyez, une recherche qualitative, il y a différents niveaux, les entrevues avec des individus, des fois avec des groupes, des focus groups, et aussi un journal de bord où on consigne un petit peu comment se déroule la recherche elle-même. Puis ici, c'est des notes, cette fois-ci, des notes d'observation, des extraits des notes d'observation. Lorsque j'ai mentionné que j'étais utilisatrice de service, le patient a paru agréablement surpris. Il nous a finalement dit de ne pas hésiter à le contacter s'il pouvait être utile pour la poursuite de cette étude. Donc, nous, on était contents parce que la présence de pairs assistants de recherche favorisait ce qu'on appelle la rétention des sujets de recherche dans le projet lui-même. Et puis, donc, l'usager partenaire de recherche a tout de suite constaté là, un changement immédiat au niveau des préjugés de cet individu envers la psychiatrie. Et puis, qui se sont avérés un peu plus favorables à la suite de l'échange que nous venions d'avoir et le fait de révéler que j'étais usagère. Donc, on parle des préjugés qui se sont adoucis. Et pourquoi les préjugés, l'autostigmatisation? Parce que par peur d'être incomprise ou jugée, la mère de cette patiente n'avait pas voulu consulter lorsque la patiente était enfant pour ne pas en perdre la garde. Quand j'étais jeune, ma mère ne voulait pas que je consulte pour ne pas qu'il m'enlève ou qu'il me garde. Donc, là, cette patiente-là disait avoir su. Je n'aurais pas passé 10 ans à languir en attendant de consulter. Je me suis refusé à consulter en santé mentale parce qu'on m'avait communiqué une représentation sociale fausse de la psychiatrie d'aujourd'hui, mais moi, j'y croyais à ça. Et pendant 10 ans de ma vie, je suis resté en languissement plutôt que de chercher à me mettre en rétablissement. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on disait bien, le rétablissement, ce n'est pas la guérison, OK? Donc, l'opposé de la guérison, le contraire de la maladie, ce n'est pas le rétablissement. Le rétablissement, c'est plutôt le contraire du languissement. Et si on continue ici, là, on voit à quel point c'est les fausses ou les représentations archaïques de la psychiatrie elle-même fait que des milliers de personnes, vous en connaissez peut-être, vont refuser d'aller consulter avec pour résultat peut-être une aggravation de la condition. Et donc, les préjugés envers la psychiatrie elle-même sont très importants. Et nous, on pense que le fait d'avoir des usagers, des patients partenaires qui prennent la parole sur la place publique ou en petits groupes va faire en sorte de prévenir ce phénomène-là. Parce qu'on voit les gens disaient oui, totalement.
il y a de la stigmatisation dans la société. Et lorsqu'on a demandé à cette personne-là si elle voulait, vous voyez, et lorsqu'on lui demande si cela l'angoisse d'aller consulter à cause des jugements que l'entourage pourrait porter à son endroit, elle répond de façon catégorique, ah mon Dieu, oui, il y en a de la stigmatisation et des préjugés. Donc, brièvement ici, on voit que les partenariats patients, les patients partenaires peuvent contribuer là, à faire en sorte d'amoindrir les conceptions populaires très négatives à propos des établissements de soins psychiatriques. Puis, ça favorise le fait d'interagir avec un patient, c'est-à-dire le fait d'interagir avec un patient partenaire de recherche, un père-chercheur, rend les participants à l'étude plus enclins à maintenir cette participation et à rester en contact avec l'établissement. Par extension, OK, si on réussit à faire en sorte que les gens acceptent de recevoir l'aide ponctuelle appropriée à leurs conditions, bien, on souhaite qu'ils puissent continuer à en bénéficier, donc, et rester en contact avec les équipes traitantes. Ce n'est pas le seul objectif, évidemment, du partenariat patient, mais ça en est un. Et si on arrive finalement, cette étude a mis en lumière le besoin de mieux informer la population sur l'efficacité des soins et traitements d'aujourd'hui, ainsi que sur le professionnalisme et l'humanisme du professionnel œuvrant au sein des établissements psychiatriques contemporains. Cette information devrait être véhiculée par des personnes utilisatrices de services de santé mentale, ayant elles-mêmes bénéficié de cette expertise. Parce que ce qu'on voyait dans les entrevues, là, c'est que les gens, ce qui leur venait à l'esprit, si on disait le mot établissement psychiatrique, c'était des images de l'ancien Saint-Jean-de-Dieu, ou même avant, OK, vieilles d'un demi-siècle. Et puis, on regardait un petit peu vite. Les gens, finalement, quand ils allaient sur place, ils disaient, voyons donc, c'est tellement pas ce que je pensais. Avoir su, je serais venu bien avant. Donc, on peut contribuer là, à faire en sorte que les gens se mettent en rétablissement peut-être beaucoup plus rapidement. Et là, je vous demanderai, et à tout le monde, qu'en pensez-vous? Et plus tard, on va avoir Luc Vigneault qui va venir sûrement en rajouter une couche. Oui, allons-y pour la main qui était déjà levée.